Alors, bonne digestion à tous. Est-ce qu'on est fatigué? On n'arrive même plus à répondre. Bonne digestion à tous. Et donc, je sais que vous allez très bien digérer petit à petit, surtout avec cette thématique intéressante qui sort un peu plus du cadre plus numérique, puisqu'on a parlé trop numérique ce matin, de la connectivité à l'intelligence artificielle pour chuter au niveau de la jeunesse, ainsi que toutes les stratégies de transformation digitale en cours. Et maintenant, nous abordons une thématique aussi importante qui concerne la lutte contre la désinformation et les discours de haine en période de guerre cas du Kivu. Je ne peux pas vous en détailler plus, mais ces détails vous seront faits par les différents experts que j'aimerais bien appeler aux spécialistes qui vont aborder cette thématique avec aisance. Et je vais d'abord me rassurer que ceux qui nous écoutent en ligne sont avec nous. Est-ce que Léna, vous êtes en ligne? Oui, je vous entends bien. Merci. Merci. Elena, vous êtes conseillère. Est-ce que je peux bien voir les titres ici? Alors, conseillère senior de paix numérique. Merci d'être avec nous pour ces panels. On peut bien fort l'acclamer quand même, elle va bien nous écouter. À ses côtés, nous aurons toujours en ligne. Est-ce que je peux voir la fiche? Ça va bien m'orienter. La fiche d'abord, s'il vous plaît. Alors, si c'est pas prêt, je vais pouvoir. Et donc, en même temps, pour ne pas perdre du temps, je vais inviter Maître. Excusez-moi, je vais chercher la fiche très vite. Vraiment désolé. Voilà. J'invite Maître Joël Kassongo, qui est membre du conseil d'administration de Lawn and Technologies, en même temps avocat au barreau de Kinshasa Gombe, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Maître, merci de nous rejoindre. Et en présentiel, encore une fois, nous aurons Glody Ndaya, qui est experte en communication et directrice générale d'Event RDC, sous vos acclamations, mesdames et messieurs. Glody. Toujours et maintenant en ligne, nous aurons Arsène Tungali. Arsène, est-ce que vous nous écoutez? Bonjour à tous, Monsieur Sony, je vous entends très parfaitement. Désolé, je ne sais pas mettre en marche mon micro, mais j'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup. Merci Arsène. On peut bien fort l'acclamer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il est secrétaire exécutif du Forum sur la gouvernance de l'Internet national et en même temps directeur exécutif de Rudy International. Et la dernière personne va pouvoir nous rejoindre puisqu'il est en chemin, c'est Trésor Kalogi. Et ce panel sera modéré par Athanase Baïzire, qui est co-coordonnateur du Forum des jeunes sur la gouvernance de l'Internet, que je vous prie bien fort de l'accueillir aussi, mesdames et messieurs, avec un peu d'acclamation. Et donc, une heure encore une fois, et ça sera bien la fin de cet événement. Et voilà, Athanase, je vous laisse la main. Merci beaucoup, Sony. On a oublié une personne. Nous avons Madame Kampire Nadine en ligne avec nous qui va aussi intervenir. Bienvenue, Madame Nadine. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, on a aussi Monsieur Kevin Mukendi qui est avec nous, expert en cybersécurité, coordonnateur aussi de Forum des jeunes sur la gouvernance Internet. Kevin. Voilà, ce panel va être très interactif au fait, et c'est un sujet qui est très intéressant. On va parler de la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Et ici, on va parler d'un cas très intéressant, c'est le cas que nous vivons actuellement en RDC,
discours de haine en période de guerre. Et on va essayer un peu de généraliser sur le pays, mais on parlera spécifiquement de la région du Kivu, qui a vécu beaucoup de ces discours de haine et des informations en cette période de guerre. Alors, l'idée est vraiment d'explorer comment est-ce que le discours de haine sévit, surtout dans cette période ici, et comment les experts en droit, les experts en communication et les experts de la société civile qui ont œuvré pour lutter contre cela, comment leurs efforts contribuent au fait dans cette lutte. Et donc, rapidement, je vais demander par ordre à tout le monde de se présenter, deux lignes, qui vous êtes et ce que vous faites. Je vais commencer par Madame Glody. Oui. Alors, je suis Claudine Day. Je suis journaliste et directrice générale du média Event RDC, un média de site d'information en ligne, radio web et 100% culturel. Merci beaucoup, Madame Glody. Kevin. Bonjour à tous, moi c'est Kevin Mukendi, analyste cybersécurité et coordonnateur du forum sur la gouvernance de l'Internet en RDC. Coordonnateur du forum des jeunes, pardon. Bonsoir à tous, je suis maître Joël Kassongo Nabanza, avocat au barreau de Kinshasa Matete, membre du conseil d'administration du think tank Law and Technologies et auditeur au collège de hautes études de stratégie de défense. Merci. Merci beaucoup. En ligne, nous avons Madame Lena. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Lina. Je suis conseillère en paix numérique avec Search for Common Ground au niveau global. Et je suis aussi coprésidente du Conseil sur la technologie et la cohésion sociale, aussi une plateforme globale basée à Bruxelles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Arsène. Alors, bon après-midi à tous. Je suis déjà très heureux de pouvoir me connecter et de participer à cette session ici, à distance. J'aurais bien voulu être à Kinshasa aujourd'hui, mais je suis en déplacement, mais j'ai quand même tenu à pouvoir participer. Je suis Arsène Tungali. Je suis le secrétaire exécutif du Forum national sur la gouvernance de l'Internet en RDC, qui est le forum mère, je voudrais dire, et qui nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir l'édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet le 4 avril en 2025. Et le forum s'est tenu au Parlement, donc dans une des salles du Parlement congolais. Et je suis également directeur exécutif de Rudi International, qui est une organisation de droit congolais travaillant à l'intersection des droits de l'homme et de la technologie. Je suis un acteur global de la gouvernance de l'Internet et un acteur de la société civile congolaise sur le numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Arsène. Nous avons Madame Nadine. Bonjour à tous, bon après-midi. Je suis Nadine Kampire. Je suis coordonnatrice et cofondatrice de l'organisation Média Afia Amani Grand Lac. Je suis aussi activiste dans les secteurs du numérique, digital rights activist, et je suis aussi formatrice en sécurité numérique. Je suis basée à Goma. Merci. Merci beaucoup. Voilà, et donc voilà nos experts avec qui on va échanger cet après-midi. Ça s'annonce très intéressant. Alors pour commencer, je vais commencer par Madame Glody qui est du secteur de la communication. Alors on aimerait comprendre, Madame Glody, quels sont les dynamismes spécifiques de la désinformation et des discours de haine, surtout dans le contexte de la République démocratique du Congo, avec ce que nous vivons actuellement par rapport à la guerre et tous les autres sujets. Oui. Alors, si je dois commencer par la définition de concept d'abord, désinformation, c'est le fake news, une fausse information diffusée dans le but de créer, de déstabiliser, de créer de la peur, de créer de la panique. Le discours de haine, c'est tout propos indexant, insultant
pour essayer de dénigrer un individu, un groupe d'individus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte de la guerre dans l'Est de la RDC, au-delà du front militaire, au-delà du front diplomatique, il y a aussi le front numérique. Alors, le numérique dont on parle ici, il ne s'agit pas de cloud, il ne s'agit pas d'infrastructure, pardon. Il s'agit de l'information qui passe par les numériques, qui passe par les réseaux sociaux notamment. Et ça, l'ennemi a compris ça un peu plus tôt que nous et s'en est servi pour créer de la peur, pour déstabiliser le peuple congolais, et ça a marché. C'est comme ça que sur les réseaux, on a vu des images qui sortaient de leur contexte, on a vu des campagnes pour dépeindre un groupe ethnique, notamment le Swahili, ressortissant du Kivu, les accusant d'être des alliés de Rwandais. Donc, il y a eu des campagnes comme ça, il y a eu des informations qui ont fusé de partout, justement pour essayer de déstabiliser, de s'aimer la peur au niveau du public congolais. Donc, c'est en gros le discours de haine qui pollue les réseaux sociaux en rapport avec la guerre de l'Est. Très bien dit. Il y a des acteurs qui utilisent des informations relayées des fois par des personnes non identifiées ou bien pas avec une très bonne volonté pour nuire à la République. Alors, Monsieur Arsène, vous qui êtes de Goma originairement et qui avez beaucoup œuvré dans ce sens, quel est le contexte spécifique de la région du Kivu quant à ce qui est de la désinformation et les discours de haine en cette période-ci? Alors, cher Athanas, je crois qu'il est très important de comprendre que le monde actuellement, je voudrais confirmer ce que vous m'entendez. Oui, on vous écoute. Parfait. Donc, je disais que le monde actuel, il y a cette soif de l'information, cette soif d'accéder à l'information, et c'est ça qui pousse tout le monde à pouvoir aller vers l'information. Avec les technologies numériques actuellement, presque tout le monde n'a plus le temps d'aller ouvrir une radio, d'aller ouvrir une télé afin d'essayer de pouvoir s'informer. Dans les temps avant la rusée ou bien avant le développement de manière plus avancée des réseaux sociaux, il était très difficile d'avoir de la désinformation en train de circuler parce que s'il fallait trouver une information, il fallait s'informer par la radio, par la télé. Et les journalistes qui devaient se tenir devant les gens devraient se rassurer d'avoir vérifié l'information. L'information est passée par la rédaction. Et donc, quand ils se mettent devant le public, c'est pour sortir des informations vérifiées et avérées. Maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, carrément tout le monde est devenu journaliste. C'est tout le monde qui a un téléphone, c'est tout le monde qui a accès à Facebook, à Twitter ou à WhatsApp et à mesure de pouvoir partager une information sans l'avoir vérifiée. Et c'est ça qui a amené le danger à un niveau beaucoup plus élevé. Et c'est ça qui nous amène même aujourd'hui à pouvoir parler de la désinformation, de la mésinformation, même des discours de haine ou bien de fake news. Tout cela est venu par le fait de la facilité de pouvoir diffuser de l'information. C'est très important et nous devons nous mettre d'accord et peut-être même prendre des mesures pour pouvoir se préparer à contrer cela. Alors, je suis originaire de l'Est de la RDC et je travaille avec l'Union internationale sur des programmes qui nous amènent à pouvoir éduquer, sensibiliser et former. Parce que désormais, c'est tout le monde, imaginez les parents, les personnes qui ne sont pas vraiment agiles ou bien aptes ou bien informées dans l'utilisation des réseaux sociaux. Lorsqu'il voit une information qui vient de Facebook, il va dire, j'ai lu sur Facebook. Et cela dans sa tête lui amène à penser que c'est une information qui est vraie. Quelqu'un va te dire, j'ai lu cette information sur WhatsApp et va penser que c'est une information qui est nécessairement vraie, alors que c'est une information qui n'a pas été vérifiée. Et donc, le travail que nous faisons, c'est de pouvoir sensibiliser les communautés à être en alerte. En alerte, ça veut dire ne pas faire confiance à toute information, à toute nouvelle, à toute publication qui passe par les réseaux sociaux et de ne surtout pas la partager ensuite avant d'avoir vérifié.
C'est ça que nous avons connu, notamment dans la partie est de la RDC pendant la période de conflit. Le danger de la désinformation est que celle-ci peut susciter à plus de conflits, peut susciter à plus de panique, peut susciter à plus de comportements qui est incontrôlé de la part de la population qui va se sentir suffisamment en danger parce que tout simplement, elle reçoit une information qui n'a pas été vérifiée. Alors, si nous voulons pouvoir pallier à des situations comme celle-là, nous devons inviter les uns les autres à s'investir dans la formation et la capacitation afin que tout le monde sache que je n'ai pas le droit de faire confiance à une information qui me tombe dessus et qui ne vient pas d'une source crédible. Et en deuxième position, je ne dois pas me mettre à pouvoir partager et disséminer une information que je n'ai pas vérifiée personnellement, bien celle qui ne vient pas d'une source légitime. Nous avons connu des gens qui ont reçu une information et qui ont agi en fonction de cette information-là. Et malheureusement, ils sont retrouvés en difficulté par rapport à leur sécurité personnelle. Plusieurs communautés se sont retrouvées plusieurs utilisateurs se sont retrouvés dans le feu de l'action ou les feux des coups de feu, tout simplement parce qu'ils ont pensé que tel endroit était safe ou bien tel endroit était moins safe et se sont retrouvés se réfugier dans des endroits qui se sont avérés plutôt être dangereuses plutôt que de rester dans leur maison. Imaginez, on vous dit que tel quartier est désormais sous le contrôle de l'ennemi et vous pensez que vous allez vous débarrasser, vous allez quitter cette région-là pour aller vous réfugier dans une autre région et vous retrouvez plutôt dans le feu de l'action et des gens sont morts juste à cause de ça. Je ne voudrais pas parler de discours de haine, c'est un sujet qui peut-être nous allons en parler aussi, mais je me suis permis de pouvoir m'atteler dans cette première partie à montrer un peu la désinformation, d'où est-ce que celle-ci provient et comment est-ce que celle-ci peut constituer un danger dans la société. Merci, Athanase. Merci beaucoup, Arsène. Très bien articulé. Et surtout, merci pour les exemples de comment, suite à des fausses informations relayées sur certaines plateformes, on a eu des pertes de vie comme ça, surtout dans cette situation de guerre. Alors, je vais plutôt aller vers Monsieur Joël, qui lui est juriste. Et j'aimerais un peu savoir, selon vous, en tant qu'expert du droit, quels sont les mécanismes, en fait, et les implications, les mécanismes légaux qui existent en RDC ou ailleurs pour contrer ces tendances de désinformation et discours de haine? Et aussi, à part quels sont les mécanismes légaux, aussi quelles sont les implications juridiques, surtout en des périodes de guerre ou des zones où il n'y a presque pas l'autorité de l'État central. Quelles sont les implications juridiques par rapport à cela? Bien, écoutez, merci beaucoup pour les deux questions qui m'ont été posées. J'aimerais premièrement revenir sur les précédents propos, mettant un peu l'accent sur le caractère intentionnel de la désinformation. J'ai aimé le rappel en ce qui concerne les notions de base par rapport à la désinformation. J'aimerais juste simplement ici préciser que dans la désinformation, il y a ce caractère intentionnel, contrairement à la mésinformation qui consiste à relayer une information sans réelle intention de pouvoir nuire à ses lecteurs, si je peux le dire ainsi. Alors, s'agissant toujours de la désinformation, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, la désinformation est aussi une arme que l'ennemi utilise. En dehors des armes classiques que nous connaissons, on peut aujourd'hui utiliser la désinformation, puisque vous êtes sans ignorer qu'en stratégie, nuire de l'intérieur constitue une arme efficace, une arme forte. Alors, l'ennemi use également de la désinformation comme une arme essentielle. Alors, s'agissant du cadre légal, en ce qui concerne la désinformation et même les discours de haine, il faudrait savoir que, premièrement, la Constitution de la RDC de 2006 institue un principe, c'est celui de la liberté d'information. Alors, cette liberté d'information nous pousse aujourd'hui à pouvoir s'exprimer librement. Cela implique la liberté d'expression. Mais il faudrait savoir que comme tout principe, il y a toujours des exceptions qui vont avec. Ces exceptions constituent entre autres des limites à ces principes. Et à cet effet, il faudrait noter que la RDC a quand même fait des évolutions énormes par rapport à la législation, parce qu'autrefois, il était question de pouvoir donner une information qui n'était pas vraie, dans la vraie vie, entre guillemets, sans forcément prendre en compte
les plateformes numériques. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 portant code du numérique, nous avons pas mal d'avancées. C'est vrai que bien avant ça, il y a eu plusieurs travaux qui ont été engagés, notamment avec le texte qui porte organisation et fonctionnement du CESAC, qui régule les secteurs de la télécommunication. Mais aujourd'hui, avec le code du numérique, nous avons justement des dispositions qui répriment aussi bien la désinformation que les discours de haine. Quand vous lisez l'article 356 et l'article 360, on réprime d'une part les discours de haine et d'autre part, on réprime la désinformation. Alors aujourd'hui, il faudrait que l'on sache que les mondes du numérique, c'est-à-dire Internet, n'est pas une zone de non-droit. Il ne suffit pas d'être derrière son petit écran, de prendre une information, la relayer et considérer qu'on est tiré d'affaire. Aujourd'hui, le code du numérique prend en compte aussi bien les informations qui sont relayées dans la vraie vie ou même dans le secteur des télécoms, mais aussi dans les différentes plateformes, que ce soit sur X, que ce soit sur Facebook, TikTok ou tout autre réseau social. Aujourd'hui, relayer une information ou encore passer des discours qui sont de caractère à nuire à une minorité ou encore à un groupe ethnique constitue effectivement une infraction. Alors, ce sont les mesures que les pouvoirs publics ont engagées depuis un bon nombre d'années, depuis 2023, qui consistent justement à réprimer ces actes. Voilà en gros ce que je peux dire en ce qui concerne le cadre juridique, en ce qui concerne les discours tribaux, mais également la désinformation. Merci. Merci beaucoup, Maître Joël, surtout d'avoir martelé comment nous avons déjà un cadre légal en RDC en termes de tout ce qui se passe sur l'espace numérique congolais. Et je vais donc donner la parole à Madame Nadine pour ce qui est du rôle de certaines plateformes en l'exaspération, au fait, le boost de tous ces messages-là qui contribuent à la désinformation. Donc, je voudrais savoir, Madame Nadine, quel est le rôle des plateformes comme Facebook, X, TikTok dans la régulation des contenus, surtout en période de crise? Et aussi, ça, c'est pour une deuxième. Comment est-ce que nous pouvons mettre en place des outils de détection ou quels sont les outils de détection, d'alerte ou des régulations que l'on peut mettre en place, peut-être en collaboration avec ces plateformes ou en tant qu'État pour contrer ces genres de discours? Madame Nadine, à vous la parole. Merci beaucoup, Athanase. J'espère que vous m'écoutez très bien. Vous m'entendez? Oui, absolument. OK, merci beaucoup. Le rôle des plateformes numériques, entre autres les géants de technologie comme Facebook, WhatsApp, Instagram, leur rôle est de modérer d'abord les contenus. Malheureusement, la modération des contenus est faite dans des langues connues, les langues comme l'anglais, le français. Maintenant, ils ont essayé d'améliorer avec quelques langues locales comme le swahili. Mais malheureusement, nos langues locales parlées dans nos régions ne sont pas détectables quant à la modération des contenus. Et donc, il est plus facile à quelqu'un de partager un fake news ou un discours de haine en Kinyarwanda ou en Kinande sans que ces géants du numérique puissent, le modérateur des contenus de ces plateformes puisse détecter que ça, c'est un mot haineux ou ça, c'est un fake news. C'est un plus grand défi que ces plateformes ont. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je crois que il faudra inciter ces géants à collaborer avec les fact-checkers locaux. Nous en avons beaucoup. Comme au Nord Kivu, nous avons Congo Tchèque, qui est d'ailleurs un peu national et qui travaille dans d'autres pays d'Afrique. Il y a d'autres médias qui font le fact-checking, comme par exemple notre média Afia Amani Grand Lac, qui fait ce travail, la vérification de fait au travers le vrai ou faux, si vous essayez de voir sur notre website. Mais aussi, je crois que
ces mêmes plateformes doivent faire des suspensions ciblées des comptes récidivistes. Par exemple, sur Facebook, il y a tel compte qui est anonyme, qui publie souvent des discours de haine. Sur X, il y a beaucoup de comptes de l'ennemi, comme on l'a dit, qui sont des faux comptes créés pour juste semer la panique et publier des fausses nouvelles pour essayer de déstabiliser notre armée et travailler pour le compte de l'ennemi. Je crois qu'il faut travailler avec ces plateformes pour essayer de suspendre ces comptes. Mais aussi, il faut la transparence algorithmique, c'est-à-dire nous savons que les plateformes, souvent, ils sont là à la quête de l'argent. Une information qui fait le trending, c'est l'information qui va être au-dessus. Donc, ça sera l'information à la une pour tout le monde. Alors, je crois qu'ils doivent être transparents. S'il y a de fausses informations qui sont publiées et qui font la une, il ne faut pas qu'ils puissent booster ça pour que ça puisse atteindre la plus grande partie des personnes connectées. Mais malheureusement, comme je le disais, ces plateformes ils sont passives quant au contexte africain parce que beaucoup de ce qui se passe chez nous n'est pas médiatisé et ils ne savent pas comment surveiller. Mais aussi ces défis des langues locales. Alors, comment contrer, quels sont les outils qui peuvent aider à détecter les fake news et les discours de haine? Nous avons d'abord les outils locaux, comme certains médias locaux, certaines organisations locales, entre autres Congo tchèque, qui est basé à Goma. Il y a Balobaki qui est à Kinshasa. Il y a d'autres médias qui font ce travail, je le dis, Afi Amani, qui essaie de vérifier les informations, mais d'une autre manière, au travers le groupe WhatsApp, les réseaux sociaux, mais aussi les médias, le média non connecté, offline. Alors, pour la communauté, nous savons que les fausses informations, ils sont disséminées sur les réseaux sociaux, mais aussi nos parents qui ne sont pas trop connectés sont aussi victimes, plus victimes que la jeunesse. Alors, comment faire pour essayer de les atteindre? C'est aussi travailler avec les médias traditionnels qui sont plus écoutés par nos parents et nos grands-parents, mais aussi les personnes qui sont dans les milieux ruraux. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut, ce qu'Afi Amani faisait avant que les financements ne soient stoppés par Trump. On essayait d'écouter ce qui s'est passé dans la communauté, quelle est l'information qui circule dans la communauté, qu'est-ce qui est dit dans la communauté, et on essayait de repérer les fausses informations qui sont plus disséminées et essayer de chercher quelqu'un qui va éclairer l'opinion publique et partager cette réponse au travers le média traditionnel pour que la communauté non connectée puisse aussi avoir la véracité des choses. Mais aussi, il faudra travailler aussi avec les leaders communautaires, entre autres les églises, les leaders d'opinion, les leaders de la société civile, pour essayer de sensibiliser la communauté sur comment ne pas disséminer, ne pas partager les fausses informations et lutter contre le discours de haine. Il y a les outils qui sont en ligne qui peuvent nous aider à détecter les fausses informations et les discours de haine. Nous avons les outils comme TinyA, Reverse Image. Nous avons sur Facebook, Reverse Image, c'est quand il y a une photo ou une vidéo qui est postée, comme la fois passée où il y a une vidéo qui a fait le trending sur TikTok qui attribuait
certaines tueries au cas ennemi, alors que c'était une fausse information. Ce qu'il faudra faire, c'est prendre cette vidéo et la mettre soit dans TinA ou Reverse Image pour vérifier d'où a été prise cette vidéo et comment et quels médias l'avaient publiée. Donc, ça donne les dates. Mais aussi, il y a Who Posted What sur Facebook, pardon, et Instagram. Ça vous aide à détecter qui a posté quoi et trouver la bonne information. Il y a Oaxi sur X qui essaie de démontrer si les informations publiées sont des fausses rumeurs ou des vraies rumeurs. Je crois que ce sont les outils qui peuvent nous aider à détecter les fausses informations et de vraies informations. Merci, Athanase. Merci beaucoup, Nadine. Très instructif. Au fait, elle a souligné certains outils, certaines plateformes locales, notamment Balobaki, notamment Check Congo et tant d'autres, aussi des outils en ligne et des plateformes que l'on peut utiliser pour faire la vérification d'images et tout. C'est très important. Madame Nadine, vous avez aussi mentionné quelque chose de très important. Il y a des efforts nationaux tels que AFIA, Amani Grand Lac. Oui, comme je le disais, il y a les efforts nationaux comme mon organisation, qui travaille qui aide la communauté à savoir la fausse information, surtout la communauté non connectée, c'est-à-dire les personnes marginalisées, les personnes qui sont dans des villages, les personnes qui sont plus sur leur radio que sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont plus affectés par les fake news. Nous l'avons vu pendant la période du volcan, nous l'avons vu pendant la période des élections, comment ça s'est passé dans nos villages et dans nos territoires, comment ça s'est passé à cause des fausses informations qui circulaient et la haine qui a été alimentée par malheureusement certains de nos politiciens. Nous l'avons vu aussi pendant cette période de guerre. Alors, la personne aussi non connectée doit être plus informée pour éviter les dégâts causés par les fausses informations. Voilà, merci. Débrancher. Mais vous avez mentionné des outils très importants et vous avez aussi mentionné le fait que beaucoup des des solutions aux réalités congolaises. Alors, sur ces points, je vais m'adresser à Madame Léna. 48 volts. Avait travaillé pendant plusieurs décennies en RDC et surtout dans le contexte la paix et la lutte contre la désinformation, les efforts de la cohésion sociale. J'aimerais savoir un peu comment pouvons-nous avoir une réponse nationale cohérente de chez nous, fait par nous, basé sur nos perspectives. Et une autre question dans l'écosystème des médias, quel est le rôle et la responsabilité des médias traditionnels, ceux qui ont été, comme on l'a dit dans le temps, ceux qui avaient l'information de qualité, quel est leur rôle dans la lutte contre la désinformation et la lutte contre les discours? Et Madame Léna, à vous. Ok, bonjour, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. C'est bon. Ok, il y a un autre bruit, hein? On entend d'autres voix. Alors, je voulais partager mon écran.
Vous voyez ça? Oui, nous voyons votre écran. OK, très bien. Je pense que je suis très ravie d'être parmi vous et je pense que ce que j'aimerais contribuer à cette conversation, Athanas, c'est vraiment un complément à ce que Arsène a dit, ce que Nadine a dit, ce que le maître a dit. Et donc, vraiment, j'aimerais répondre à cette question sur comment on peut adresser ces méfaits numériques et inclure les discours de la haine à la source. Alors, nous avons vu que les réseaux digitaux ont été créés pour nous connecter, mais en réalité, ces réseaux sont en train d'amener à l'expérience par les utilisateurs de harcèlement, de la haine et aussi de l'addiction. Et comme nous avons entendu, je propose qu'il y a peut-être 3 réponses qui sont très courantes. L'éducation numérique, nous en avons parlé. Il faut que l'utilisateur prenne la responsabilité de discerner. Après, il y a le fact-checking. Et c'est de ce genre d'initiative que Search for Common Ground, qui est aussi connu en RDC comme le Centre Locolais, a fait dans différents pays. Et ça peut avoir un certain effet, mais il y a un obstacle aussi au fact-checking, surtout dans les contextes très polarisants et surtout dans les contextes complexes comme ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC. C'est qu'il y a aussi des gouvernements qui peuvent propager des fausses informations. Et des fois, c'est très difficile pour les fact-checkers locaux d'avoir la possibilité de démentir les informations qui sont aussi propagées par les gouvernements. La troisième réponse, c'est d'équiper les modérateurs des groupes en ligne. Je suis très sûre que chaque personne dans la salle aujourd'hui à Kinshasa, vous faites partie des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, Signal, et les personnes qui modèrent ces espaces ont aussi un rôle important pour qu'il y ait la confiance et la sécurité en ligne. Et dans cette présentation que je partagerai avec vous, il y a les liens pour les différents cours gratuits en ligne pour renforcer ces aptitudes. Mais ce que j'aimerais focaliser sur dans cette présentation, Athanas et mes chers panélistes, c'est que on est en train de ne pas rendre redevables ces plateformes qui sont conceptualisées pour des buts économiques qui rend très, ou je dirais même trop facile, la propagation des méfaux numériques et de la haine. Et souvent, quand on pose la question pourquoi existe-t-il du contenu mauvais en ligne, on arrive à la conclusion parce que les gens sont mauvais. Et donc, pour réguler, pour aborder cela, il faut regarder comment punir les utilisateurs. Le maître l'a dit, il y a certaines choses que les gens font qui est illégales, ou bien il faut enlever ce contenu. Mais aujourd'hui, avec vous, je cherche à vous inspirer avec un autre cadrage de cette question. Les technologistes, les bâtisseurs de la paix, les chercheurs et les personnes qui influencent la politique, qui font partie de la Conseil sur la technologie et la cohésion sociale, nous croyons que c'est les motivations qui font partie de la conceptualisation des plateformes qui amplifient, accélèrent et motivent même le contenu numérique. Et donc, tous ces méfaits numériques proviennent de la conception des plateformes et ça peut être changé volontairement ou bien régulier. Mark Zuckerberg lui-même, en 2018, il a présenté cette image qui disait qu'il sait très bien que les êtres humains sont plus attirés par un contenu qui approche la ligne de l'illégalité. Ils le savent et ils continuent à faire une sorte que la plateforme encourage et motive les gens à regarder ce contenu sensationnel, engageant et souvent violent. Même l'ancien président de Facebook, Sean Parker,
a bien dit que le processus de réflexion qui a conduit à la création de Facebook, c'était comment consommer autant de votre temps et de votre attention. Donc, le but de ces plateformes, c'était d'abord de capturer l'attention. Et c'est dans ce sens que même le fact-checking, même l'éducation numérique, surtout avec les nouvelles technologies, ne va jamais réduire la facilité de propager ces fausses informations et informations dangereuses. La clé de cela, c'est les algorithmes. Parce que le signal que les plateformes reçoivent, c'est où on a regardé ou où on a cliqué sur quelque chose. Ils interprètent ça comme si on veut avoir plus de cela, parce qu'ils ne nous demandent pas est-ce que vous cherchez un contenu plus sain, plus constructif, est-ce que vous avez des aspirations plus positives. Ils sont juste en train de prévoir qu'est-ce que nous allons encore cliquer sur qui va vers les plus mauvais côtés de nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Alors, il y a des manières de changer les conceptions des plateformes. On peut insister que l'algorithme n'est pas basé sur l'engagement, mais sur la qualité. On peut assurer que les paramètres par défaut sont beaucoup plus protecteurs. On peut ajouter beaucoup de filtres parce que déjà, les plateformes utilisaient beaucoup de filtres pour éviter qu'il y a la pornographie et d'autres choses qui sont carrément illégales, mais ils ne sont pas en train de les utiliser pour beaucoup d'autres contenus qui est négatif et même violent. Et au lieu de demander à ce que les organisations de la société civile font la sensibilisation à l'éducation numérique, ça peut être parmi les responsabilités de ces mêmes plateformes qui gagnent de l'argent à cause de votre attention. Alors, je veux juste terminer en disant que il y a beaucoup d'autres pays qui commencent déjà à faire ainsi. Je suis ici à Bruxelles où le Digital Services Act est parmi une législation qui est en train d'avoir un impact pour mieux sécuriser les Européens. Mais aussi au Kenya, il y a un procès actuellement devant les cours au Kenya qui est lié directement à la propagation des discours haineux et violents liés à la guerre en Éthiopie. Au Brésil, le gouvernement est en train de aussi passer des lois qui font une sorte que on ne peut pas laisser les outils numériques très addictifs. Et l'Afrique est en train de aussi se rendre compte que ce type de régulation et législation est importante. Cette déclaration que vous voyez sur l'écran a été adoptée en mars et ces mois, ces semaines, actuellement mai, juin, juillet, il y a pas mal d'activités avec des différents régulateurs en Afrique pour essayer d'avancer vers une législation qui peut mieux protéger les utilisateurs en Afrique. Quand on a ces régulations, on arrive à vraiment réduire les outils dangereux. Ici, c'est un exemple de TikTok Lite, un produit qui est presque partout en Afrique, mais qui, d'après les législations passées ici en Europe, n'est pas légal. Et tout simplement, une note de demander l'information à TikTok sur TikTok Lite a fait qu'ils ont changé d'avis de ne pas déployer cet outil en Europe. À cause des régulations pour mieux protéger les enfants en Angleterre, effectivement, beaucoup des outils addictifs ne sont plus accessibles aux enfants. Et voilà, j'aimerais juste terminer en disant que sur notre site web, il y a pas mal d'informations pour voir comment avancer vers une législation qui rendra redevables les plateformes en lien avec les aspirations, les souhaits pour un meilleur avenir de paix pour les Congolais. Et je serais très ravie de voir le géant de l'Afrique, la RDC, vraiment s'impliquer dans ces efforts pour une relation beaucoup plus saine entre les plateformes, les peuples et les gouvernements. Merci beaucoup. Bon,
et une présentation comme intéressante et surtout plusieurs étapes sur comment naviguer la régulation et les plateformes. Alors, nous allons avoir un échange avec le public, mais avant cela, je vais donner la parole à œuvrer beaucoup avec la jeunesse pour ce qui est de renforcement de capacité, cybersécurité, utilisation du numérique. Quels sont les efforts au fait, qui sont faits par la jeunesse congolaise actuellement pour contribuer à la solution? On a dit au début, on a ambition d'être un pays solution. C'est un slogan lancé par le président de la République. Mais comment est-ce que, en action, la jeunesse congolaise, à travers ses efforts par rapport à ce que vous faites déjà, vous, contribue à la solution? Merci beaucoup, Athanas, pour la question. Déjà, nous, en tant que forum sur la gouvernance de l'Internet en RDC, chaque fois que nous avons eu des éditions annuelles, nous nous assurons de parler de la désinformation parce que nous savons que la désinformation, c'est un mot qui touche vraiment notre pays. Donc, à chaque fois que nous organisons nos éditions, nous faisons un effort pour en parler. Question de sensibiliser d'abord les participants, les personnes qui viennent participer, leur faire voir leurs responsabilités dans la désinformation, mais aussi après les forums, il y a des rapports qui sont produits et partagés avec les autorités pour qu'ils puissent savoir ce que d'abord pense la population sur la désinformation et quelles sont en fait, les mesures à prendre, les recommandations pour lutter contre cette désinformation. Ensuite, que ce soit au niveau régional ou au niveau mondial, nous nous assurons lorsque un membre de notre forum nous représente au niveau régional ou mondial, nous nous assurons qu'ils puissent aussi parler du cas spécifique à la RDC. Je suis également membre du conseil d'administration d'Internet Society et chez Internet Society, nous avons des subventions pour soutenir les personnes qui ont ce genre d'initiatives. C'est-à-dire ici, les panélistes du troisième panel ont parlé de l'entrepreneuriat. Donc, vous pouvez développer une solution pour lutter contre la désinformation. Alors, il y a par exemple Trésor Kalonji qui n'a pas pu être avec nous, mais qui a développé tout un jeu qui permet en fait de comprendre les contours de la désinformation et comment lutter contre cette désinformation. Et donc, ces genres d'outils doivent être promulgués. Et nous allons voir au niveau d'Internet Society comment nous pouvons faire une sensibilisation autour de cet outil afin que la plupart des personnes puissent être impliquées dans la lutte contre la désinformation. Également, ce que nous allons faire, c'est organiser de plus en plus d'événements pour parler de ces problèmes. D'ailleurs, en 2023, nous avons organisé une table ronde pour parler des élections. Également, nous avons parlé de la désinformation parce que c'est la raison que les gouvernements donnent lorsqu'ils coupent la connexion Internet. Ils disent souvent c'est pour limiter la propagation des faux bris, c'est pour limiter les fake news et tout. Et donc, on a eu une session comme ça et nous allons voir comment faire en sorte pour que nous puissions de temps en temps avoir ces genres d'échanges pour que la population puisse comprendre sa part de responsabilité. Nous, financement qui commence des 5 000 $ allant jusqu'à 50 000 $ pour des projets qui vont dans le sens de rendre Internet un réseau plus sûr, disponible à tout le monde. Merci beaucoup, Kevin. Surtout mentionner les côtés des financements. Nous, jeunes, des fois, on cherche financement, on ne sait pas par où trouver. Ils ont des financements, donc
Il faut aller le chercher. Je blaguais. Donc, alors, sur ce point, merci beaucoup, Kevin, pour avoir mentionné ces solutions. Je vais donner la parole à l'audience. Nous avons des experts ici. Vous avez écouté tellement, il y a tellement d'expertise ici, tellement de sagesse. Alors, on va prendre une série de questions rapidement, 4 pour le moment. Et puis, nous prendrons des réponses. Soyez bref, des réponses dans 30 secondes, 1 minute, tout au plus. Alors, 4 personnes. Voilà, nous avons une dame ici, un monsieur ici, de l'autre côté, un monsieur et une autre dame là-bas. Bonjour, je suis Julia Maïmona et ma question s'adresse à l'avocat. Vous avez parlé, vous avez dit que les discours de haine, les harcèlements sont réprimés. Et oui, certes, il y a des lois qui l'organisent, mais nous n'avons pas un cadre juridique qui les réprime, dans le sens où la personne peut être un acteur de fake news, de mésinformation, mais il ne sera pas condamné. Quelqu'un peut venir vers vous, vous dire, voilà, je suis harcelé de telle manière. Vous pouvez lui dire, allez porter plainte, mais après, il n'y aura pas un suivi. Je pense que ma question est aussi une réforme. Nous devons avoir des structures juridiques pour la poursuite dans ce sens-là. On va prendre la série, après on va lui donner la parole au panéliste. Peut-être pour ajouter, des fois, il y a aussi des cas où nous avons des autorités ou bien des personnes publiques qui sont, elles, des propagateurs. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou bien par campagne, qui sont, eux, des propagateurs de discours de haine, pour ajouter à sa question. Comment est-ce qu'on opérationnalise la loi, on met en pratique la loi pour recadrer cela? Oui, à vous, monsieur. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Jean-Luc Pandamadi. J'ai des questions. La première, c'est pour l'avocat et la deuxième, c'est pour tous les panélistes. La première question, c'est sur le code du numérique. Dans son article 360, le code du numérique détermine la peine pour toute personne qui propage information sans savoir que la loi l'interdit ou la loi prépare encore à un cadre juridique pour les appréhender. La deuxième question, c'est par rapport à le média. Il y a un adage ironique qui dit, avant de croire à un média, il faut savoir qui achète l'encre. C'est-à-dire que même les médias officiels peuvent apporter la désinformation. Nous l'avons vu, vu que nous parlons de la guerre de l'Est, nous avons vu que la ville de Goma a été déjà tombée, mais la désinformation de médias officiels nous disait que la ville est encore sous les mains de l'État. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, comment est-ce que les médias officiels peuvent se désengager des politiques pour apporter la vraie information? Merci beaucoup. Une question très pertinente, en tout cas. Alors, on va être rapide et bref. Nous avons une autre question de ces côtés-là. Et puis, après, nous allons donner la parole aux panélistes pour les réponses. Rebonjour à tous. J'ai 2 questions. La première à Madame la DG de Event RDC, une page que j'admire beaucoup d'ailleurs sur les réseaux, principalement sur Facebook. Alors, je voudrais savoir comment Event RDC s'y met pour lutter justement contre le fake news ou encore la désinformation. Et la deuxième question à Madame Léna depuis Bruxelles. Alors, comment nous devons nous tenir, nous, utilisateurs des réseaux sociaux, face aux algorithmes, pendant que les algorithmes nous proposent généralement ce que nous ne voulons pas ou encore des articles indignes, si je peux le dire comme ça. Merci.
Merci beaucoup pour l'intervention. Et vous avez mentionné quelque chose de très important par rapport à ce que fait Event RDC et d'autres solutions congolaises. On a une dernière parole, c'était de ces côtés-là. On viendra peut-être à vous après. Sinon, nous avons nos panélistes ici. Ils pourront répondre, ne vous inquiétez pas. Merci pour la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Emmanuel Ioto. J'ai une question concernant le fait de couper l'Internet en cas de fake news. Est-ce parce qu'ils sont vrais, ces fake news, mais pour la paix, vous coupez Internet, ou encore parce que nous sommes incapables d'aller à l'encontre? Si nous sommes incapables, pourquoi et que faire? Merci beaucoup, désolé. Alors, je crois qu'on a reçu le lot de questions. Alors, je vais donner la parole aux différents. Je vais donner la parole aux différents panélistes. Mais avant ça, nous avons des parlementaires en ligne. Nous avons parlé de questions. Il y avait eu une question sur les rôles de l'opérationnalisation des lois ici. Et on avait une autre question sur comment est-ce qu'on punit les autorités quand c'est eux qui font la désinformation. Nous avons des honorables parlementaires en ligne avec nous, notamment l'honorable Safari qui est expert en télécom et aussi l'honorable Christelle. Pour le moment, donc, ils vont nous adresser juste un peu après ceci. Mais pour le moment, je vais donner la parole à nos différents panélistes en 1 minute de répondre à la question et en donnant une recommandation pour la session. Pour 1 minute, je commence par le maître. La première question était à vous. D'accord, merci beaucoup pour toutes les questions qui ont été posées. Je vais joindre les 3 premières questions parce que j'estime que l'objet est pratiquement le même. Alors, s'agissant du cadre légal, je commencerai par répondre à la dame qui a posé la première question. Il existe bel et bien un cadre légal en ce qui concerne la désinformation. Je l'ai dit, dans le cas d'espèce, il s'agit bien de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 portant code du numérique. Mais maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui se pose un vrai problème de vulgarisation qui est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur que je peux ici recenser est qu'aujourd'hui, nous avons tendance à penser que les lois, les textes juridiques est une affaire des juristes ou encore est une affaire des avocats, des magistrats. Alors que les textes ne sont pas d'abord une question des juristes, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et donc la vulgarisation ne devrait pas être une question simplement des juristes, mais de tout le monde. Comme pour dire que pour que le code soit connu de tous, il faudrait que je m'implique, il faudrait que vous vous impliquiez, il faudrait que tout le monde puisse s'impliquer. C'est ainsi qu'on arrivera à la vulgarisation du code du numérique. Et deuxièmement, vous avez évoqué le fait qu'aujourd'hui, il peut y avoir un cas de désinformation, mais que nous ne trouvons pas encore aujourd'hui des jugements, encore des arrêts qui sont rendus en la matière. Déjà, premièrement, il faudrait savoir que l'action publique, elle est individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des informations en ce qui vous concerne, et dans les cas d'espèce, puisqu'il s'agit d'un contexte bien précis, il faut bien qu'une action publique puisse être engagée. Alors, on n'a pas une jurisprudence abondante, il n'y a pas encore plusieurs cas qui ont traité de la question, mais aujourd'hui, il faudrait savoir que le numérique est une réponse. Le code du numérique est effectivement une réponse aux questions de désinformation et également aux questions qui sont liées aux discours tribaux. Et il y avait également une autre question qui avait été posée par rapport à la coupure d'Internet. Au début, quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'aujourd'hui, la désinformation est une arme. Comme pour dire qu'au-delà des armes classiques, l'ennemi utilise également la désinformation comme une arme. Alors, il revient à l'État lorsque l'ordre public est de prendre un certain nombre de mesures. Et parmi les mesures stratégiques que l'État
peut prendre en vue de stopper une hémorragie, la désinformation, c'est justement le fait de couper Internet momentanément. Ce n'est pas un aveu d'abandon, mais ce n'est qu'une manière stratégique de pouvoir stopper l'hémorragie. Donc, pour conclure, ce que je disais au tout début, c'est que en guise de recommandation, aujourd'hui, il se pose un vrai problème de vulgarisation. Et j'ai tantôt rappelé que la vulgarisation ne devrait pas concerner simplement les jurys, mais toutes les acteurs du secteur privé, aussi bien les acteurs du secteur privé que les acteurs du secteur public. Tout le monde est concerné par la vulgarisation du code. Et tout le monde devrait s'approprier du code du numérique. Il n'est pas ici question d'une catégorie de personnes, mais il est question de tout le monde, puisque les questions qui sont traitées dans le code du numérique, ce sont des questions qui sont vécues aujourd'hui par la plupart d'entre nous. Donc, c'est à nous de nous approprier du code du numérique. C'est à nous que revient le rôle de pouvoir vulgariser le code du numérique, bien qu'à ce jour, il est vrai que, en ce qui concerne la jurisprudence, il n'y a pas un grand nombre d'affaires qui sont portées dans ce sens, justement parce qu'il y a plusieurs personnes qui ignorent encore qu'il existe effectivement un code du numérique, un code qui reprime certains actes qui sont repris dedans. Donc voilà un peu en ce qui concerne les questions qui ont été posées. Un vrai problème de vulgarisation qui se pose et c'est alors que l'on pourra avoir des personnes qui ont connaissance du code du numérique et donc du cadre légal en la matière. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, qui sont en train d'être les recommandations sont très importantes, surtout dans ces cadres d'échange. Alors, le suivant, je vais donner la parole à quelqu'un. Monsieur Arsène, peut-être une réponse aux questions, si pas une réponse, une recommandation, mais en 1 minute, s'il vous plaît. Bon, en attendant, Monsieur Arsène, est-ce que Madame Nadine, vous nous écoutez? Ok, je crois. La technique, Oui, est-ce qu'il Athanas, vous oui, je suis là. Ah, ok, d'accord, très intéressant. Donc, je disais un mot de conclusion et une réponse aux questions. Et dans 1 minute, comme ça, on chute, surtout par rapport au groupe de travail sur la lutte contre le discours de haine et toutes les autres questions. Donc, rapidement, en 1 minute, essayez de répondre et de donner une recommandation pour la fin. Merci, Athanas. Il y a la question qui a été posée à tous les panélistes, qui est de comment les médias peuvent se désengager des politiques pour éviter la désinformation. Parce qu'on l'a vu qu'il y a les informations qui étaient publiées, qui étaient fausses, disant que Goma n'est pas prise alors que Goma a été prise. Alors, le média, déjà, nous savons que le média, c'est un pouvoir à part. Malheureusement, chez nous, le journaliste ne vit que découpage. Le coupage, c'est quoi? C'est le fait de tendre la main vers tel autre politicien, tel autre pouvoir pour que je puisse gagner de l'argent, pour que je puisse vivre. Ce qu'il faudra faire, il faut suivre l'éthique des journalistes et être vrai dans ce que nous publions, dans ce que nous faisons consommer à la population. Et donc, l'éthique journalistique est très capitale pour éviter la désinformation. Mais aussi concernant les efforts faits par les organisations nationales. À Goma, il y a un groupe de travail qui a été créé, un consortium des organisations locales et internationales qui travaillent sur la lutte contre le discours de haine. Il y a une loi qui a été élaborée par notre groupe qui a été soumise aux législateurs, malheureusement, qui reste encore dans les tiroirs. Une loi qui doit être revue pour que cette question puisse être débattue, parce que c'est un fait qui est là et que nous devons vraiment combattre. Pour recommandation, heureusement, il y a l'honorable Ayobangira qui va essayer de plaider pour que
cette loi qui est dans les tiroirs puisse être revue afin que nous puissions avoir un cadre légal sur le discours de haine, comme il y a un cadre légal sur le journalisme et sur le numérique. Merci, Athanase. Merci beaucoup, surtout pour la recommandation bien orientée à nos parlementaires. Heureusement que nous en avons en ligne pour ce qui est de opérationnaliser, booster le processus de loi. Nous avons, Monsieur Kevin, une réponse et une conclusion rapidement. Alors, je vais revenir sur l'affaire des coupures d'Internet. Oui, bien sûr, couper Internet pour lutter contre les fake news, ce n'est pas l'idéal. Alors, il y a beaucoup d'alternatives. Par exemple, on peut trouver une façon de réguler ce qui est publié sur Internet. Donc, les gouvernements doivent trouver un moyen d'avoir un canal avec les plateformes pour leur demander, par exemple, de supprimer certains contenus qui ne sont pas vrais et qui risquent de contribuer à la manipulation de la population. Ça s'est fait déjà dans notre pays et donc nous aussi, nous pouvons les faire. Alors, pour ce qui est de Monsieur Jean-Luc, malheureusement, il est sorti. Il y a une plateforme qui a été créée par les experts de la présidence. C'est cyberalerte.cnc.cd. Et donc, pour tout ce qui est des fake news, pour tout ce qui est lié à la cybercriminalité, les comptes piratés, tout ce que vous connaissez, vous pouvez vous connecter via cette plateforme et soumettre en fait votre plainte, et les experts de la CNC vont essayer de voir comment supprimer ça ou bien comment intervenir. Alors, ma recommandation serait en fait, que les gouvernements puissent soutenir en fait les initiatives de lutte contre la désinformation. Donc, on a parlé par exemple ici des ballots-check. En fait, il faudrait que, par exemple, les ministères de la communication réunissent toutes ces plateformes-là. Il y a par exemple les veilleurs du web aussi qui ont une plateforme dans ce sens. Ils doivent en fait approcher ces gens et voir ensemble comment les aider en fait à avoir les moyens pour toucher une plus grande partie de la population. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, ils sont en train de faire des posts pour dire voilà, c'est fake news, mais c'est limité en fait. Il n'y a pas plus de gens qui arrivent à voir ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a en ligne Madame Léna un mot pour la fin pour répondre à une des questions peut-être et pour conclure une recommandation pour nous. Oui, merci. Je vais renforcer la perspective que la conception des plateformes rend trop facile la propagation de ces fake news. Et si on n'arrive pas à améliorer cette conception, comme d'autres pays sont en train de le faire, ça sera triste de laisser les Congolais en train de vivre dans un écosystème numérique qui est malsain, pendant que les mêmes plateformes sont en train d'offrir un meilleur produit dans notre géographie. Et que le gouvernement, ensemble avec la société civile, pourrait entrer dans un processus de finaliser une législation qui rendra redevables ces plateformes. Et si ce n'est pas fait, moi, j'encouragerai les Congolais de chercher d'autres plateformes où les algorithmes sont moins dangereux, où l'amplification du sensationnel et de la haine n'est pas le cas. De plus en plus, les gens sont en train d'aller vers Blue Sky et d'autres plateformes. Personne nous a pris en otage pour utiliser cette plateforme. Si les méfaits sont trop et si les plateformes ne sont pas suffisamment engagées pour répondre à faire une expérience saine et sauf, je pense qu'il y aura d'autres options aussi pour les utilisateurs. Merci beaucoup.
les plateformes sont en train de réguler, sont en train de faire la régulation ailleurs et la RDC devra aussi prendre bénéfice de cela pour réguler ici, comme ça le service d'ici soit aussi de qualité, comme celui d'ailleurs, très important. Madame Glody, à vous. Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer à répondre à la question de l'ami. Et merci d'abord de nous suivre. Alors, chez nous, à Event RDC, nous procédons toujours à une vérification des informations avant de les diffuser. Sûrement, c'est parce que vous avez remarqué que nous avons de bonnes informations, des informations vraies que vous nous suivez. Et de temps en temps, nous produisions de fact-check, c'est-à-dire quand il y a un sujet d'actualité qui alimente un peu, on entre en fond pour essayer d'en ressortir le tenant et les aboutissants. On fait parler, on donne la parole aux personnes concernées à travers des interviews. C'est comme ça qu'on arrive à contrer de notre manière la désinformation. Et j'aimerais aussi effleurer une question qui a été posée sur les médias. Comment les médias peuvent désengager le politique pour informer? Je me rappelle, nous, dans nos écoles de journalisme, on nous a toujours dit qu'un journaliste connaît tout, mais ne dit pas tout. Ne dit pas tout, pas pour essayer de mentir ou de cacher la vérité, mais il y a aussi une responsabilité au-delà du droit d'informer, c'est le fait de peser l'information avant de la diffuser. Je me souviens, il y a des cas où nous avons connu des cas comme ça. Un président, par exemple, de la République est mort à 12 heures, mais le média informe à 18 heures. L'idée, ce n'est pas de cacher, mais de peser d'abord l'information, de peser les conséquences de cette information avant de la diffuser. Et pour chuter en termes de recommandations, moi, j'inviterai tout le monde à avoir cet esprit critique devant toute information qui tombent sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a parlé de sensibilisation, on a parlé de forums de mise en niveau, mais je pense que la clé, c'est d'abord avoir cet esprit critique-là, douter d'abord de tout ce que l'on voit. C'est en doutant qu'on se met à vérifier. Et quand on vérifie, on bloque d'une certaine manière la désinformation. Voilà un peu. Merci beaucoup, très important. La vérification et en fait une solution pour bloquer la désinformation. Monsieur Arsène, est-ce que vous êtes toujours là? Athanas, je suis là. Oui, oui. 1 minute, conclusion et une recommandation pour nous. Alors, je voudrais ne pas revenir à toutes les bonnes interventions qui ont été présentées par mes collègues sur le panel, mais je voudrais plutôt revenir à une question qui a été posée dans le chat pour ceux qui sont avec nous en ligne. Il y a M. Joël Nzila qui a demandé quels sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en place peut-être pour protéger les enfants dans leurs activités en ligne. Alors, la protection des enfants sur les plateformes numériques est une question qui nous intéresse beaucoup au sein de Rudi International. Et nous sommes actuellement en train de développer des mécanismes pour nous pencher sur la question de sécurisation ou sur les questions de sensibilisation pour essayer de protéger les enfants qui deviennent de plus en plus également des enfants et des mineurs qui deviennent de plus en plus nombreux sur les plateformes numériques, mais qui malheureusement se retrouvent en difficulté parce que des programmes pour les aider à pouvoir rester safe ou même des législations dans ce sens-là ne suivent pas. Et donc, ce qu'il faut faire, je crois, à ce niveau ici, avant que les députés ou ceux qui sont intéressés ne proposent des lois dans le cadre de la protection des enfants en ligne, il faudrait que chacun d'entre nous, nous puissions nous y mettre. Chacun de manière individuelle, regarder dans sa famille et essayer d'approcher les jeunes, les plus jeunes et les enfants pour les aider à comprendre un peu tous les risques et les dangers qu'il y a par rapport à leur présence en ligne. Si nous pouvons utiliser les associations, les églises, toutes les communautés où il y a les enfants et les mineurs afin que de tels messages puissent également passer. Et c'est pour ça que moi, je salue le Forum des jeunes sur la gouvernance de l'Internet, qui est une plateforme et qui devrait aussi s'impliquer dans la sensibilisation ou la formation des enfants par rapport à leur présence en ligne. En termes de recommandations, c'est vraiment dans le même sens que les législateurs, que les acteurs du gouvernement puissent réfléchir
sur quel mécanisme est-ce qu'il faut prendre pour plus de sensibilisation. Parce que si nous voulons briser la chaîne de désinformation, de mésinformation, ou même le partage des discours de haine, il va falloir que nous puissions nous impliquer tous dans la sensibilisation pour des bonnes pratiques sur la plateforme. Et cela passe par une implication de chacun et de nous tous. Merci beaucoup, Athanase. Alors oui, merci beaucoup Arsène pour ces mots de conclusion. Et on a été nourri, enrichi par l'expertise des différents panélistes. Je vais vous demander d'applaudir fortement pour mes panélistes. Merci beaucoup en tout cas pour l'expertise. Et c'est un sujet qui est très important pour nous Congolais. Et je crois que nous avons eu des pistes de solutions, des outils qui peuvent nous aider à naviguer les numériques, l'Internet, surtout avec les discours de haine et tout cela. Donc, je vais inviter mes panélistes, pour ceux qui sont en ligne, s'ils peuvent ouvrir la caméra pour une photo de fin. Et comme ça, après, je vais passer la parole au modérateur Sony qui va faire la fin, nous aider avec la session de fin. Donc, nous nous levons pour une photo de famille. Merci Athanase pour cette belle modération. Merci à Joël Kassongo. On peut l'acclamer bien fort. Joël, Glody, Nadine, Léna et Arsène. Pourquoi pas Kevin aussi, qui nous ont bien accompagnés durant ces 4e et derniers panels de la journée. Mesdames et messieurs, je m'en vais ici vous remercier pour votre attention du début jusqu'à 7 heures. C'est pas facile d'avoir une salle aussi comme ça jusqu'en ces moments, mais nous sommes